Bien, mesdames et messieurs, je vous propose que nous commencions. Alors tout d'abord, une demande, une requête qui est que vous éteigniez vos portables, que vous les mettiez en mode avion, m'a demandé la technique, comme on dit, parce que sinon il y a des résonances qui brouillent la qualité de la restitution qui sera faite sur le site, puisque nous sommes filmés, comme vous le voyez, et enregistrés, et c'est le sens de ma deuxième annonce aussi. Les échanges seront également filmés et enregistrés, de sorte que s'il y en a parmi vous qui ne souhaitez pas vous se retrouver sur la scène internationale aussi sec et qui ont des vies privées à protéger, il vous sera possible, non pas de ne pas poser des questions, ça c'est possible, mais on vous floutera, ou je ne sais pas ce qu'on fera de vous, mais en tout cas, on peut vous garantir qu'il n'en paraîtra rien auprès de ceux dont vous ne voudriez pas qu'ils sachent que vous étiez là. Nous commençons ce soir un cycle nouveau, donc, que nous avons intitulé « La santé, un enjeu de la crise ». Le thème, donc, comme on le devine, c'est de s'intéresser aux évolutions qui concernent la santé, les modèles qui en rendent compte et les enjeux d'intervention qui ont la santé comme soit levier d'attaque, soit comme perspective, ou les deux. Bref, de reprendre un certain nombre de débats et de questions qu'on a déjà évoquées par une entrée qui est la santé, aussi d'ailleurs avec la santé comme visée, donc qui ne sera pas simplement une entrée, mais peut-être en même temps une sortie. Bref, rebattre les cartes à partir des questions de santé. Il est prévu que nous aurons probablement 4 séances avec ce thème générique, ce thème commun. Peut-être en aurons-nous un peu plus, on ne sait pas encore. Et ce soir, donc, me revient le rôle d'ouvrir ce cycle avec une présentation que je vais donc faire maintenant, qui a un peu l'ambition d'être une présentation, comme on dit, introductive. Donc l'idée, évidemment, c'est à la fois de soutenir un certain nombre de positions, mais aussi de proposer un cadre dans lequel ensuite un certain nombre d'intervenants prendront place pour développer des axes plus particuliers et alimenter la discussion générale. Donc l'idée, évidemment, c'est que, je le rappelle, le principe des conférences Athémis, c'est d'organiser une rencontre entre des personnes qui, dans cette occasion-là, essayent de forger des formes de pensée partagées, ce qui veut dire discuter, bien sûr, partager, à travers ce que chacun apporte du fait des contributions issues de nos pratiques professionnelles, de nos réflexions. L'idée, c'est qu'on a besoin aujourd'hui, à la fois dans le débat politique, mais aussi dans les espaces professionnels, de se donner voilà, des références, de mettre en circulation les questions qu'on rencontre, bref, de faire vivre ce qui fait qu'un métier tient debout, c'est-à-dire les points sur lesquels il est au travail. Voilà. Donc mon propos à moi, c'est d'engager la discussion autour de l'idée que la santé est un enjeu de la crise, en partant d'une idée assez simple qui concerne finalement le fonds de commerce, si je puis dire comme ça, de Athémis, et qui fait là écho à des choses que nous avons déjà développées, mais que je reprends là. Et la première qui nous semble extrêmement importante et qui prend le contre-pied un peu de ce qui se dit souvent, la crise du travail n'est pas une conséquence de la crise ou de la financiarisation, c'est plutôt l'inverse. L'idée que la crise du travail précède la financiarisation et la crise économique, même si évidemment de ce fait, celle-ci a aussi un effet sur cela. Mais le point de fond, c'est que la crise du travail vient avant toute chose du fait que l'évolution de l'économie, notamment vers les dimensions du service, comme ça a été souvent rappelé, a comme conséquence de rendre beaucoup plus difficile la compréhension de la manière dont le travail contribue à la valeur. Les modes de description de la contribution du travail à la création de valeur sont devenus beaucoup plus compliqués. Le caractère immatériel et serviciel pose de véritables
difficulté de description, à la fois parce que la contribution à la création de valeur se heurte à des problèmes de révélation de la valeur. La différence avec les modèles industriels, c'est que la valeur dans ces affaires-là ne se révèle que dans les situations, dans les occasions qui la montrent, mais elle n'est pas là disponible simplement au regard, ni enregistrable de manière définitive et accumulée. Ça pose de véritables questions, ça, le problème de la révélation de la valeur. On a des problèmes d'évaluation qui s'attachent à ça. Et donc des difficultés propres aux dispositifs économiques et gestionnaires à soutenir le développement de la ressource que constitue le travail. Cette crise-là crée un vide qui fait que les dispositifs qui se mettent en place pour essayer de rendre compte de la façon dont la valeur se crée ont beaucoup plus le moyen de faire l'impasse sur la question du travail que les disciplines du travail ont du mal à objectiver cette dimension de la contribution du travail à la valeur. Ceci donc se conclut par ce qu'on pourrait appeler une certaine indéfinition économique du travail dans les modèles dominants, qui donne prise à une description plutôt financière de la performance, qui n'est pas contredite, qui n'est pas challengée, à qui n'est pas opposée une dimension qui renvoierait le travail plus au cœur du dispositif. Cette indéfinition donc économique, qui pose donc la question en fait de rendre difficile de savoir ce que vaut le travail dans le processus, se double d'une indéfinition qu'on pourrait dire organisationnelle, c'est-à-dire une plus grande difficulté de l'organisation à prescrire de manière explicite la façon dont il faut s'y prendre dans le processus de réalisation de la performance. Et ce sur quoi je voudrais insister, c'est que l'indéfinition économique mêlée à l'indéfinition organisationnelle sont conjointement un facteur de charge de travail. Dans cette imprécision, la contribution des personnes à la performance est rendue plus difficile. Il y a un facteur de charge qui renvoie à la difficulté de la description économique et organisationnelle. Et ce facteur de charge, il a une conséquence très concrète aujourd'hui, qui est l'explosion du thème de la pénibilité. La pénibilité, c'est pas simplement le problème tel que la législation, les accords sociaux en ont convenu aujourd'hui, c'est-à-dire qui renvoient à ce qui, dans les situations de travail, entame la morbidité possible des personnes, voire leur espérance de vie. Mais c'est quelque chose qui va aussi se développer de plus en plus du côté de ce qui fait qu'une situation rend l'engagement subjectif plus difficile et expose la santé du point de vue de ce qui, dans l'activité, ne trouve pas de réponse, ne trouve pas à être satisfait. Ça prend la figure de ce qui fait que les choses ne valent pas la peine d'être engagées. Cette notion sur laquelle on est déjà venu, sur laquelle je reviens, selon laquelle donc la pénibilité, c'est l'indication de ce qui ne vaut pas la peine. Et dans l'expression de ce qui vaut ou ne vaut pas la peine, il y a bien l'idée que la peine existe, mais que la question, c'est ce qu'elle vaut. C'est pas simplement ce qu'elle est. Et que donc la façon de balancer une peine qui pourrait s'objectiver en elle-même, qui pourrait avoir en partie une réalité un peu substantielle, est en fait engagée dans un processus où c'est sa appréciation de ce qu'elle vaut qui fait qu'il y a pénibilité ou pas, et ceci renvoie alors à ce à quoi sert ce qu'on fait, et à la manière dont, quand on le fait, est proposé, je dirais, un dispositif qui le soutient ou pas. Cette question de la pénibilité, qui est au cœur des risques psychosociaux, et la difficulté d'objectiver en quoi il y a peine ou pas, est aujourd'hui une question très très sensible dans les organisations, et qui commence par ceci, c'est que les directions ont beaucoup de mal à comprendre de quoi les gens viennent se plaindre, dès lors que la peine, objectivement dite, n'est pas si forte. Alors qu'inversement, les personnes, elles, soulignent que parce qu'elle ne vaut pas cette peine, la souffrance est élevée. Donc il y a un divorce entre ce que les dispositifs d'objectivation classiques remontent d'une peine qui est évoquée et ce que les gens retournent, eux, dans le registre d'une difficulté à vivre les situations. On voit ici que la question de la santé
se décrochent des marqueurs classiques qui décrivent la maladie. On est dans une autre question. La deuxième dimension que je voudrais souligner concernant le thème sur lequel nous réfléchissons, nous, c'est que la crise du travail vient de la difficulté qui se prolonge de distinguer dans le terme de travail la dimension qui renvoie à l'emploi et celle qui renvoie à l'activité. Et qui fait que on se retrouve dans des situations où on a beaucoup de mal à comprendre comment il se fait que, alors qu'il y a dans beaucoup d'endroits encore, et notamment dans la fonction publique, une certaine sécurité de l'emploi, il y a en même temps pourtant des situations dans lesquelles les gens dénoncent une insécurité de l'activité. Et ce divorce-là rend extrêmement compliqué pour les directions la compréhension de la revendication ou la dénonciation d'une difficulté, d'une souffrance, comme on dit. Et cette difficulté, j'insiste, tient à ce qu'il n'est pas évident du tout pour un certain nombre de directions qui engagent beaucoup d'efforts, qui considèrent qu'elles mettent beaucoup d'elles-mêmes pour maintenir dans l'emploi autant qu'il est possible, et qu'en retour, elles se voient opposées ou critiquées au motif de situations dont elles ne comprennent pas ce qu'elles contiendraient, qui explique cette difficulté. Et là, il y a quelque chose qui, encore une fois, pour nous, renvoie à la nécessité de distinguer entre l'emploi et l'activité à l'intérieur de la question du travail, le fait qu'on peut tout à fait avoir une certaine sécurisation de l'emploi et une insécurité de l'activité. Alors évidemment, quand les deux vont ensemble, il y a la tendance de penser que le mal vient de ce que l'emploi n'est pas sécurisé, en passant sous silence le fait que c'est aussi dans l'activité que se construit la difficulté. Mais le point, je dirais, de démonstration est beaucoup plus fort lorsqu'on se trouve dans ce contraste qui est vécu comme un paradoxe. D'un côté, une certaine sécurisation de l'emploi, en tout cas des directions qui font beaucoup d'efforts pour que l'emploi soit le moins possible attaqué, et il ne faut pas sous-estimer cet effort des directions qu'on rencontre dans beaucoup d'endroits, que ce soit parce que les entreprises en question sont dans une histoire où il est de jeu de faire en sorte que l'emploi soit préservé autant qu'il est possible, soit qu'elles sont dans des organisations où de fait l'emploi n'est pas directement attaqué parce qu'il est protégé. Et même celles où c'est plus sauvage, on voit des directions qui ont à cœur de faire en sorte que les choses se passent mieux que plus mal. Et évidemment, cet effort qu'elles consentent se trouve contredit par un retour qui, lui, renvoie en réalité à une dimension de l'activité que ces directions ne connaissent pas et dont elles se trouvent tout à fait interdites de découvrir la manifestation sous cet angle-là. Le troisième point, enfin, c'est de dire que la crise du travail renvoie à la difficulté dans les organisations à percevoir en quoi la pertinence, la compétence, la confiance, la coopération, toutes ces dimensions qu'on a qualifiées sous la désignation de ressources immatérielles, comment ces dimensions-là sont des leviers de performance. Et je répète, c'est parce que leur révélation et leur évaluation sont compliquées. Et donc la complication dans ces organisations à comprendre le rapport entre subjectivité, santé et activité dans une situation où il faudra à ce moment-là dimensionner les moyens en fonction. C'est la difficulté à le faire, la crise des modèles de description en lien avec ces niveaux-là précède la crise économique qui évidemment ajoute à elle, puisque dans le trou béant qui crée cette difficulté de la description, vient se mettre des dispositifs qui évidemment vont devenir très offensifs, très agressifs au regard de cette question de la santé. Au final, donc, il y a l'idée que le rapport de la subjectivité dans l'activité et de l'activité dans la performance, ces rapports sont des enjeux de santé centralement.
Ceci nous amène à l'idée, ce faisant, que les valeurs de santé sont à prendre comme des indications, des témoignages de la manière et de la mesure dans laquelle l'activité participe au développement de la subjectivité et à l'efficacité productive. Le point donc qui nous importe, c'est de comprendre d'où vient le risque qui pourrait atteindre ou qui atteigne ces valeurs de santé, et donc qui atteignent la relation entre le développement de la subjectivité et le développement de l'efficacité. D'où vient le risque? Évidemment, le risque, il peut venir de causes qui sont bien connues ou qui continuent d'ailleurs d'être explorées dans des situations de risque où on peut découvrir des causes qui, si on les réduit ou si on les annule, font qu'on sort de l'exposition aux atteintes à la santé. On est à ce moment-là dans des univers de la prévisibilité, dans des univers du calcul possible du risque. C'est encore aujourd'hui l'univers dominant de ce qu'on appelle la prévention. On raisonne par rapport à des causes identifiables, en général extérieures à l'activité, en tout cas extérieures aux personnes, qui viennent les menacer dans leur intégrité physique et mentale. Et l'idée est là que pour empêcher que ça arrive, il y a la fameuse distinction entre la prévention primaire, on annule la cause, secondaire, on protège les gens en les soustrayant à l'exposition par des protections individuelles ou collectives, et enfin tertiaire, on les enlève de la situation et on fait en sorte, autant qu'il est possible, de les réparer de l'agression qu'ils ont subie. Ce modèle, qui vaut tout à fait par rapport à des risques physiques, chimiques ou biologiques, ne tient pas dans les situations où l'essentiel du risque vient de l'intérieur de l'activité, vient de la subjectivité elle-même, c'est-à-dire vient de la façon dont les gens se sentent affectés, se sentent concernés, sont impliqués dans ce qu'ils font. Autrement dit, ils sont à eux-mêmes la raison du risque qui les accède, et que sauf à se retirer de la situation qui de fait les en protégerait, mais qui aurait quelques autres conséquences, il y a quelque chose qui relève de la dynamique intime de l'activité, de sorte qu'il n'y a plus là le moyen de raisonner en termes de prévention primaire, secondaire ou tertiaire. Ça ne tient pas. Et contrairement donc à ce qui s'est écrit à un moment donné, notamment dans le cadre du rapport Légeron, les risques, par exemple, psychosociaux ne sont pas une quatrième famille de risques qui viendrait ajouter une source de risque aux trois premières. On est là dans une économie de l'exposition, justement, qui tombe. On n'est pas exposé à ces risques-là. Ce ne sont pas des risques liés à des expositions, mais des risques liés à des implications, à des engagements. Ce sont des pathologies de l'engagement et non pas de l'exposition. De sorte que dans ce cas de figure, on n'est non pas sur des causes qui renvoient, eux, à un réel qui se limite à ce qui est réalisé et donc qui relève d'une approche qu'on pourrait dire ingénierisée de la prévention. On relève ici d'une dynamique où les questions relèvent plutôt de raison que de cause, et sur lesquelles on doit raisonner, non pas en termes de probabilité, mais de possibilité, et dans un registre qui est moins celui de l'extrapolation que de l'anticipation. Ici, il faut comprendre que ce qui fait que le risque existe relève d'une possibilité qui participe d'une trajectoire de vie des personnes, et pas simplement d'une rencontre fortuite entre des éléments indépendants. Dans cette dynamique-là, on rencontre très précisément que la santé se sépare de l'hygiène seulement, et que la question de la prévention se joue plus du côté du développement, c'est-à-dire l'augmentation des capacités à prendre en charge les situations, que dans l'optique de se soustraire à une dimension d'une situation qui serait en elle-même menaçante. La prévention, ainsi dite alors, relève plutôt donc d'une dynamique du développement, de l'augmentation de la puissance, que d'une protection au sens propre du terme. J'insiste là-dessus parce que, évidemment, ça change complètement la façon dont les métiers de la prévention, les préventeurs, les médecins du travail, les ergonomes,
sont ici mis à mal, c'est-à-dire sont interpellés par rapport au modèle dont ils disposaient jusqu'ici, qui d'ailleurs n'ont pas cessé d'avoir quelques pertinences, mais qui se trouvent très relativisés au regard des situations qui émergent et où cette question-là devient dominante. C'est ça l'enjeu, réellement réorganisateur de ces milieux professionnels et réorganisateur de la pensée sur le travail dans son rapport à la subjectivité, c'est ça l'enjeu que contient la thématique des risques psychosociaux, dont on parle beaucoup par ailleurs d'une manière qui, je dirais, à l'inverse, se banalise un peu l'affaire. Je crois qu'il faut garder très très haut l'idée que les risques psychosociaux, quel que soit le caractère un peu banal, anodin de la formule, ont un potentiel d'interpellation scientifique, professionnelle et politique extrêmement élevé. Et qu'il est de la responsabilité d'acteurs comme nous de ne pas se laisser embarquer dans une banalisation de la chose au seul motif qu'il y en aurait partout. On passe ici donc d'une approche qui est plutôt tout à l'heure dans un registre d'une espèce d'ingénierie à quelque chose qui va relever davantage de ce que j'appellerais un management de la ressource, et où la question de la présence de l'encadrement du management est décisive. C'est important parce que l'objectivité, dans un premier temps, est à la mesure d'une certaine distance. On objective des risques à mesure même qu'on n'est pas dedans et qu'on peut en parler objectivement. Et que ce qui donne la vérité à ce qu'on soutient, c'est que justement on n'est pas engagé dans ce qu'on dit. Donc ici, on est dans un modèle épistémologique où la vérité et l'objectivité est à proportion d'une distance. Au contraire de quoi, ici, on voit que le management ne comprend rien et ne peut rien comprendre à ces risques s'il n'est pas proche, s'il n'est pas lui-même assez embarqué dans la dynamique de l'activité où ces risques se construisent. L'objectivité ici est au contraire à proportion d'une intimité et donc d'une présence attentive, ce qui est tout à fait contre-intuitif par rapport à ce qui est classique d'appeler objectif. Ceci nous amène à reprendre alors la question justement de la santé finalement. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est quoi? On peut, encore une fois c'est assez classique, rappeler que la santé c'est à la fois possiblement un état, c'est un processus, c'est aussi une potentialité. Les trois approches peuvent tout à fait coexister, sont connues. Donc on doit avoir en tête qu'en tout cas, ça n'est pas simplement un état. On peut, en résonance à ça, dire que la santé, c'est notamment du côté des entreprises, comme questions qui leur sont posées, c'est une contrainte, c'est-à-dire la nécessité de satisfaire à des obligations qui leur viennent des textes, de la société, de ce que la vie ensemble impose, que l'on respecte, et qui ne correspond pas nécessairement directement à un besoin ou une nécessité que l'entreprise reconnaît pour elle-même. On voit ici, c'est la dynamique de questions de santé qui sont essentiellement des engagements dans le registre du coût. Et évidemment, sur cette base-là, tout ce qui permet de s'en soustraire a une certaine rationalité, car la réduction des coûts est assez logique. Mais on peut aussi dire que la santé, c'est l'expérience du réel. C'est la capacité d'affronter le monde. Et à ce moment-là, c'est plutôt de la dynamique de la ressource. Et dans cette acception-là, le développement de la santé, la considération des exigences de santé, n'a plus comme seule raison de céder à un impératif extérieur, de se soumettre à une obligation de la société, mais entre en résonance possible avec un intérêt propre de l'organisation de ménager une ressource dont elle sait avoir besoin pour pouvoir tenir ses propres résultats. Enfin, sous l'angle où la santé est une potentialité, on peut dire que c'est une expression de la vitalité, c'est-à-dire la capacité à travers la santé pour la vie de créer les normes, d'agir sur l'environnement
qui permet à la vie de se poursuivre, de se développer. Si on prend ces deux systèmes-là, on voit bien que si on regarde du côté d'une santé définie comme un état ou comme une contrainte, l'accent va être mis, par exemple, autour du thème de la fragilité des gens. Et on va avoir des stratégies qui vont essayer de repérer ce qui, dans les qualités essentielles, substantielles des personnes, explique que leur santé soit un problème pour elles et pour l'organisation, un devoir plus coûteux. Si on regarde du côté d'une santé perçue comme un processus ou une potentialité, ou donc une capacité de faire l'expérience du monde et de se développer, la question qui domine, ce n'est pas la fragilité des personnes, c'est la condition dans laquelle ils peuvent être fragilisés. Et donc ici, on est beaucoup plus sous la considération de ce que l'organisation, la façon dont la mobilisation se fait d'une disposition des gens, les affaiblit ou au contraire les développe. On voit que là, il y a un embranchement qui est assez indépendant, j'y reviens, du caractère pénalisant de la crise économique ou de la financiarisation. Ça a à voir avec la façon dont on repère que la santé est une dynamique de la ressource et de la capacité à affronter le monde, ou simplement une caractéristique qui est un attribut du sujet, dont il lui revient d'entretenir la qualité, dans un registre finalement du capital humain dont il est dépositaire et dont il est seul gestionnaire. On peut faire, à partir de là, une relation entre la façon dont on regarde la santé et d'autres questions qu'on croise dans les organisations. Par exemple, la question de la charge de travail. À la dimension d'une santé comme un état, on a une charge regardée comme une dépense, c'est-à-dire une modification d'état. À une santé regardée comme un processus, on va regarder la charge comme la mobilisation des exigences de la mobilisation. Et puis à la santé perçue comme potentialité, on va s'intéresser à la charge comme atteinte à la ressource pour agir, c'est-à-dire la modification de la capacité. Il y a, c'est important, me semble-t-il, un intérêt à regarder comment un modèle de santé va trouver des résonances dans d'autres modèles qui vont rentrer en résonance avec lui et organiser, ce faisant, un système de gestion, de pilotage de la performance qui va avoir une certaine cohérence épistémologique et qui est d'ailleurs sa condition de sens. Et de sorte qu'on ne peut pas simplement considérer qu'on peut changer de façon de faire sans s'intéresser au modèle de santé que l'on va mobiliser pour que ce changement ait lieu. Et si on remonte encore, on peut évidemment faire la même résonance, mettre la même mise en écho de la question de la santé avec les modèles de travail que cela mobilise. À la santé comme contrainte, on a une résonance avec la notion d'un travail comme un prescrit à exécuter. À la santé comme ressource, on a un travail comme expérience du monde, justement du réel. Et à la santé comme expression de la vitalité, on a un travail comme moyen pour l'entreprise de rester dans le réel. Donc on voit que la question d'une définition assez ambitieuse du travail dans le registre des dimensions de la subjectivité est susceptible d'avoir un écho, une résonance puissante dans le registre de l'efficacité économique elle-même. Ce n'est pas dans la stricte opposition que ça se joue. Il y a bien des résonances épistémologiques, morales, entre des sphères qu'il est classique pourtant d'opposer. Si on poursuit un petit peu, on va tomber sur l'idée que la santé, c'est à la fois une raison d'agir. La santé, c'est le moyen d'agir sainement. Le terme de sain renvoyant ici à l'adjectif de santé, qui montre bien et rappelle que la santé, ce n'est pas simplement une histoire médicale. Le mot sain donne plus une consonance, comment dirais-je, plus ouverte que simplement la question de ne pas tomber malade. Donc la santé est une raison d'agir. Et puis en même temps, c'est une ressource pour agir. C'est le moyen d'un discernement. La santé, c'est ce qui fait qu'on fait en sorte de s'y prendre d'une manière plutôt que d'une autre
pour justement préserver et développer une qualité qui est la capacité d'agir sur le monde. Cette question-là, c'est un enjeu pour soi, mais c'est aussi un enjeu, j'insiste, pour l'entreprise, c'est aussi un enjeu pour la société. Et ce faisant, on rencontre le fait que la santé, c'est affaire de normes, au sens où, dans la santé, ce qui se joue, c'est ce qu'on trouve normal, du point de vue moral, du point de vue culturel, du point de vue scientifique, du point de vue politique, ce qu'on trouve normal d'accepter ou de souhaiter. Les valeurs de santé n'ont donc pas de réalité substantielle par elles-mêmes comme ça. Elles sont des effets d'un accord qui est l'expression finalement d'une dimension d'un vivre ensemble qui trouve là ses réglages. Et ces normes, évidemment, renvoient aux dimensions de valeurs, qui sont donc en réalité de fait embarquées, pas forcément désignées explicitement, mais qu'il s'agit d'entendre à travers cette injonction à se comporter de manière saine et avec discernement. Et ça nous amène à l'idée que les stratégies de santé, les politiques de santé, qui ont à se développer dans les organisations, et notamment dans les entreprises, concernent donc la capacité dans ces organisations qu'on puisse agir sainement et avec discernement, dans le souci des personnes, de l'entreprise et de la société. Ces dimensions-là, de notre point de vue, c'est exactement le point focal du développement durable. La question du développement durable, pour nous, c'est là qu'elle se fait. Et c'est là qu'elle justifie que la question du travail doit être embarquée d'une manière, je dirais, presque centrale. C'est-à-dire c'est le point d'articulation qui va donner le moyen de la résonance des différentes dimensions que concerne le développement durable, aussi bien effectivement les atteintes au système physique, mais aussi bien la question de la culture, la question de la morale, la question de l'éthique, la question, comme on dit, du vivre ensemble, une expression qui s'est installée, hein, dont on peut penser ce qu'on veut, mais elle a ce mérite maintenant de faire un peu sens pour tout le monde, et où la question de la santé, c'est-à-dire justement la possibilité de normer le monde, qui fait qu'on sort complètement d'une logique de l'adaptation à une logique de la normalisation. La normalisation, c'est au sens de créer des normes, et qui est l'enjeu du politique à titre principal. Alors, ceci nous amène justement à nous décaler du point de vue des modèles économiques ou de gestion, des modèles du type rationalité limitée, où on argue du fait qu'on fait ce qu'on fait parce qu'on est dans une information imparfaite, dans des dispositifs de concurrence imparfaits. Autrement dit, on impute à l'imperfection la nécessité de décider imparfaitement et donc d'avoir une rationalité limitée. On reste dans l'univers supposé d'un calcul qui admet ses limites du fait de l'imperfection constatée. Ici, ce n'est pas du tout dans cette hypothèse-là qu'on raisonne. On sort du paradigme de la rationalité limitée pour essayer de se mettre dans le paradigme réellement de la décision, où l'enjeu, c'est d'assumer des choix par rapport à un système de valeurs. Ici, il s'agit donc de dire que la question de la santé ne peut pas se faire, pas s'exposer, sans référer à un moment donné au système de valeurs qui va fonder les choix qu'on fait. Et pas simplement donc à des dimensions du calcul. Alors bien entendu, la santé va être en réalité dans un registre de la stratégie mixte. À la fois, elle procède de calculs qu'on peut faire, mais aussi de décisions qu'on prend. À ce titre-là, elle doit relever d'une intelligence politique et donc d'un dispositif qu'on pourrait appeler une doctrine, c'est-à-dire une pensée partagée sur ce qu'il convient de faire, ce qu'on trouve normal de faire. Et c'est là que prend son sens une dimension sur laquelle on est souvent venu, mais sur laquelle on a été souvent aussi
interpellé, et encore la dernière fois, qui est la question des dispositifs institutionnels, sans lesquels cette question de la doctrine, de l'intelligence politique et du système de valeurs ne peut pas se développer. Voilà, c'est de tout ça que dans les séances qui vont venir, nous allons essayer de reparler. Je vous propose que dès maintenant, sur la base du cadre rapide que je viens de vous proposer, on essaye de voir ensemble la manière dont ça vous parle et où les questions que ça laisserait en silence au regard des enjeux. Mais dans le temps que nous étions impartis et que je me sens très fier d'avoir respecté, ce qui n'est pas si facile ni si courant, je vais donc m'arrêter là. Je vous remercie. Merci. Donc c'est le moment de lancer la discussion entre nous, à la fois de réinterroger François sur ce qu'il a voulu signifier, parce que de temps en temps, il est emporté, et derrière, on sent une profondeur de réflexion, mais on a besoin de recaler par des éléments plus empiriques que l'on constate dans nos expériences les uns et les autres, et puis d'autre part, de voir en quoi, derrière cette réflexion, se jouent des enjeux d'action, et des enjeux d'action à la fois sur un plan de l'entreprise, sur le plan des institutions et de nos différents métiers. Alors, c'est bien parce que tu es moins bavard que moi, tu as tenu tes engagements. On a donc 1h15 pour discuter ensemble. Comme vous le savez, après cette phase de discussion, on a un pot qui nous permet de rediscuter de manière interindividuelle, en petit comité, autour d'un verre et d'un petit... quelques biscuits comme ça. Hein. Bon. Voilà, mais avant, engageant notre discussion, et donc je prends les premières questions, remarques. Donc Sacha Génaud, nous nous connaissons, on a déjà fait des choses ensemble. Je voulais te dire, François, que je partage complètement l'analyse que tu as faite ce soir. Et quand je dis ça, c'est pas mon nom simplement, mais au nom du collectif d'entreprises que je représente. Il y a un point qui m'a particulièrement interpellé sur ce que tu as dit et qui concerne en réalité la formation des managers. Et on s'aperçoit que dans beaucoup de cas, dans beaucoup de dossiers qu'on étudie, ce problème-là est complètement récurrent, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont été très bien formés depuis 20 ou 30 ans, mais qui ne perçoivent pas d'intelligence sociale, n'ont pas de lien avec ça. Et c'est une des raisons pour lesquelles, dans beaucoup de cas, des solutions ont été trouvées pratiques, à la fois pour les gens qui travaillent, mais aussi pour l'économie de l'entreprise, par des moyens qui ne sont pas du tout conventionnels et qui consistent en fait à faire en sorte que les gens, les managers, retrouvent un lien avec les gens qu'ils dirigent. C'est la raison pour laquelle nous passons beaucoup par des témoignages, parce qu'il n'y a pas de doctrine par rapport à ça, c'est un problème humain, tout simplement. Donc c'est pas vraiment une question. Non, c'est pas vraiment une question. Tu affirmes un certain nombre de choses. Je pense que François va réagir après, peut-être, ou il peut commencer par là, mais il y a peut-être d'autres... il y a peut-être, en enchaînant à ces remarques de Sacha Génaud, d'autres... oui, Sandro, oui. Dans le troisième aspect de la santé comme potentialité, tu dis à un certain moment, c'est la manière pour l'entreprise de rester dans le réel. Et là, je trouve qu'il y a un passage d'échelle où la santé, on l'attribue plutôt à une sphère individuelle de quelqu'un. Et là, tu le poses comme un enjeu aussi pour l'entreprise. Est-ce que tu peux expliciter ce passage? Sur la formation du management, il y a effectivement un point important où François, tu dis qu'il faut que l'encadrement soit présent dans une approche de management de la ressource, soit embarqué pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Donc une première remarque, c'est sauf si le manager est peut-être à la source, et ensuite pour comprendre, il faut des clés de lecture. Et aujourd'hui, dans les nobles institutions d'enseignement de la gestion, je ne les perçois pas. Oui, moi je voudrais revenir sur la définition de cette question de la santé en la prenant par rapport au médecin, c'est-à-dire à la maladie.
finalement, pour le médecin et pour nous tous, je pense que la santé, c'est d'abord le bien. Et est-ce qu'on ne pourrait pas rentrer dans cette question de la santé comme par cette question du bien? Et donc ça rejoint peut-être une autre façon de prescrire les questions de la santé, mais je suis sensible à cette question du bien dans l'entreprise, mais c'est... L'autre chose, c'est que vous disiez qu'il y avait une banalisation de la question des risques psychosociaux en ce moment dans l'entreprise et de la pénibilité, de la non-pénibilité. Est-ce que ce qu'on appelle aujourd'hui risques psychosociaux, c'était pas tout simplement la fatigue des ouvriers, la fatigue des... Et que finalement, on la réglait mieux, peut-être sans nostalgie, hier qu'aujourd'hui, parce qu'il y avait plus de collectifs, tout simplement, pour lâcher, pour confronter, pour discuter, comme des assemblées comme aujourd'hui, finalement. En tant que médecin du travail, je peux adhérer à toute la difficulté que peuvent rencontrer les médecins du travail actuellement dans la prise en charge de ce rapport subjectif au travail et de toutes les conséquences délétères que l'on peut constater et de nommer sur risques psychosociaux. J'ai pour habitude de dire que le médecin du travail est encastré dans la maintenance du boulon humain de façon provocatrice. De fait, ça pose la question, comme pour les managers, de la formation des médecins du travail. Et au jour d'aujourd'hui, alors que la réforme les amène à être de plus en plus dans l'évaluation du risque, dans le document unique, etc., dans un processus normatif, on est complètement à l'opposé du modèle de santé que tu déclines. Et de fait, la question que je pose, c'est sur quel modèle de santé agir, alors que du côté du management, sur le plan de la psychologie, on va faire appel aux neurosciences, au TCC, à une certaine idée d'un homme transparent, rationnel, alors que pour questionner la subjectivité, le rapport subjectif au réel, au symbolique et à l'imaginaire, on est plus du côté de la clinique, de la psychanalyse, de l'inconscient, etc., voire de Lacan, avec la logique du discours, et de fait, on est très éloigné du métier de base de médecin du travail. Jusqu'où faut-il aller dans la formation et un retour sur ces sciences que sont ce que peut apporter la psychanalyse, revisitée voire par Lacan, puisqu'on est dans la logique du discours. Je suis très heureux des questions qui sont posées parce que je ne saurais pas y répondre toutes, donc ça prouve qu'elles sont bonnes. Donc, et on va en garder quelques-unes au chaud. Je pense qu'elles vont pouvoir nous accompagner un certain temps. Je commencerai par la question de Sacha tout à l'heure, et puis qui a été reprise sur la question effectivement de la doctrine. Alors on va dire tout de suite que c'est pour nous un point extrêmement important. On a déjà ici, l'année dernière d'ailleurs, avec Fabien notamment, où il est parti, enfin qui avait donc co-préparé la conférence. On a regardé la question sur le management et le point, moi, qui m'avait paru très important et sur lequel j'étais revenu, consistait à dire que si crise du management il y a, c'est pas en termes d'outillage, au sens d'une instrumentation qui serait incomplète et sur laquelle il faudrait perfectionner la capacité de saisie, mais dans un registre qui resterait celui d'une quantification possible et donc d'une objectivation qui est en réalité intrinsèquement limitée. Ça passe par une doctrine, c'est-à-dire un outillage plus conceptuel, plus théorique, et que c'est de ça dont souffre principalement le management. Et en tout cas, c'est par quoi il faut passer avant de s'inquiéter de la question d'un outillage plus instrumentalisé. Alors, la remarque, justement, sur le fait que il ne s'agit pas simplement d'être présent au sens d'être, voilà, de traîner dans le coin, quoi, mais de savoir quoi regarder, comment interpréter,
Comme on l'a dit souvent, les données qui nous intéressent ne se cueillent pas comme les champignons. Autrement dit, on ne les voit pas juste parce qu'on est à côté. Ce sont des effets de la présence, mais d'une présence habitée, d'une présence investigante, d'une présence active. Autrement dit, ce sont des productions du regard et pas simplement un effet de recueil de réalité qui serait disponible. C'est ça que veut dire présent. Être là où et quand ça se passe, mais d'une façon où ce qui se passe nous atteint. Et effectivement, c'est toute la question de la subjectivité du manager qui est posée là, dans sa capacité sensible à entrer en résonance avec l'activité de ses collaborateurs dans une activité collective qui s'en saisit ensemble et qui doit donc être outillée par le dispositif qui permette que ça l'atteigne. Et ceci, pour moi, a à voir avec, on va le dire comme ça, un déficit d'éducation et de formation du management aux disciplines du travail. Et j'ajouterais, aux disciplines du travail sensibles à la question de l'activité, ce qui fait un deuxième filtre. Et j'ajouterais, aux disciplines du travail sensibles à l'activité et pour qui la question de la subjectivité est centrale. Ça fait un effet d'entonnoir assez fort. Et je pense que c'est ce zoom-là, en tout cas, que nous, on cherche à promouvoir. C'est une interpellation depuis cet endroit qu'on cherche à avoir vers les gestionnaires, les économistes. Et tout autant, je viens vers la remarque de Denis, vers la médecine du travail, parce que c'est exactement la même affaire. Je pourrais dire que je garde la question exactement aussi pour ma propre cour. Les ergonomes ne sont pas forcément mieux lotis sur cette histoire. C'est une question qui est vraiment générale. Un, le statut des sciences du travail dans l'espace des sciences humaines et sociales. Et il y a un vrai déficit là-dessus. Deux, dans les disciplines du travail, le statut de l'activité. En clair, c'est la capacité, sous la rubrique du travail, de percevoir la dimension de l'activité et pas simplement la dimension de l'emploi, qui est très massivement celle qui domine, c'est un euphémisme. Et dans la question de l'activité, qui n'est pas encore la fin du film, la façon dont on se saisit de celle-ci, d'une manière où la dimension de la subjectivité telle qu'on la comprend, c'est-à-dire la manière dont se combine à la fois une capacité d'être atteint par le monde, la façon dont les formes de pensée mobilisent des formes de conscience à l'expérience justement d'un réel qui nous atteint, et enfin comment la vie psychique est engagée dans cette affaire-là. C'est ça qui est en jeu. Évidemment, tout ceci suppose que dans la formation des acteurs qui nous intéressent, les managers, les médecins, les ergonomes, il y ait un peu de consistance qui soit donnée aux personnes pour pouvoir construire justement les moyens de la compréhension et donc de l'interpellation qui ne sera pas acquise au seul motif qu'ils ne sont pas loin ou qu'ils traînent dans le coin. On peut être très présent et très absent. Donc il s'agit bien de dire que la présence, ce n'est pas simplement, comme dirait Hamid ici, une manière d'occuper l'espace, mais bien de l'habiter, c'est-à-dire d'y être conséquent dans la façon que la vie s'y dise, et pas simplement de visiter. Les opérations coup de poing, ça ne marche pas. Et il y a, concernant la question de la proximité, une véritable question, qui je crois fondamentalement est une question politique, au sens général du mot. Comment le lien se fait entre les endroits où le monde est rencontré et travaillé, et les endroits qui prétendent à la gouvernance du dispositif d'ensemble. Donc, puisqu'on parle de gestion, c'est la question du reporting qui est centralement posée, et de son outillage à travers le contrôle de gestion, et donc de la manière dont il peut faire ce relais. Mais encore une fois, je me répète, avec en tête que ce n'est pas simplement dans l'espace sémantique du contrôle de gestion tel qu'il est dit que ça se trouvera, mais bien dans quelque chose qui va au-delà, dans une pensée à développer dans cet esprit-là. Voilà. Je crois que ça, c'est vraiment essentiel. Je reviens, oui, juste sur la remarque qui était faite tout à l'heure, la santé comme un bien. J'y ai vu deux sens possibles. C'est une manière... Alors justement, c'est à la fois un bien, au sens de quelque chose qu'on cherche à protéger,
Et je pense que, médicalement, voire socialement, c'est un peu la perception de quelque chose qui aura une réalité que l'on perçoit comme attaquée et qu'il faut défendre, un peu comme un capital. Et il y a une résonance sémantique entre une conception d'une santé comme un capital et les approches économiques néoclassiques qui vont raisonner en termes de capital humain, et une organisation des milieux professionnels qui se mettent au service de cette question en termes d'experts, qui viennent définir les règles de protection d'un capital menacé. C'est pas complètement idiot, mais on voit bien que ça a très vite une certaine limite. Si on parle du bien, c'est-à-dire au sens où la santé c'est le bien et pas un bien, alors je pense que c'est ça que veut dire la question d'une activité saine. Parce que vous parliez de savoir comment il faut le dire, je crois que ce n'est pas la peine d'aller chercher trop loin. J'ai coutume de distinguer effectivement le substantif santé qui est très médicalisé dans l'acception commune, alors que l'adjectif sain est beaucoup plus disponible à quelque chose qui dit quoi? Sain, c'est ce qui fait du bien, justement. Et saine, l'activité qui fait du bien à soi, aux autres, au monde. Avoir une organisation saine, c'est celle qui, justement, a la capacité du discernement de ce qui menace, mais aussi de ce qui développe. Je crois que la question du développement durable, ce n'est pas autre chose qu'une organisation opératoire de cette question du sain, qui est simplement sous le risque d'un sain qui serait purement sanitaire, et donc d'un hygiénisme, sachant que le sain qui serait plutôt dans le registre de ce qui fait du bien, donc qui est développemental, c'est notre question. Et je crois que dans l'activité de travail, ce qui lui donne sa valeur, ce qui lui donne sa verticalité, ce qui fait de l'activité de travail une dimension de développement de la sensibilité, de la culture, de l'intersubjectivité, du rapport aux autres, de la façon dont on a le souci du monde et de soi, c'est ça que veut dire ça. Et je crois que c'est cette question-là qui, bizarrement, dans la crise, est relancée. Et je viens à la question de Sandro, qui effectivement m'amène à cette précision. Il est incontestable que le lien que j'ai fait, effectivement la résonance que j'ai faite entre une dimension de la santé comme, comment dirais-je, expression de la vitalité, et puis le caractère économique qui lui ferait pendant, peut paraître bizarre. Pourtant, je crois que c'est le cœur de notre histoire. Et je dirais, ça veut dire deux choses pour moi. Un, ce qui fonde la santé, ce n'est pas l'économique. Ce qui fonde la santé, c'est la référence à la vie, et donc à une réalité ou une exigence autonome à la subjectivité, qui est, encore une fois, le service de la vie qui s'y fait là. Mais la vie se fait aussi dans des activités où le fait de produire quelque chose, d'être efficace, est aussi concerné. On peut reprocher à certaines approches de raisonner d'une manière qui met cette question-là trop loin. Pour nous, dans nos disciplines du travail, justement, c'est dans la manière dont ça fait lien que se joue notre affaire. Je pense, nous pensons, que précisément notre histoire, c'est de rendre, de nous approcher autant qu'il est possible, et donc de jouer cette perspective selon laquelle les enjeux économiques trouvent leur fondement dans la capacité d'une organisation à rester dans le réel, et que cette capacité à rester dans le réel suppose la mobilisation d'une ressource capable de raisonner avec le réel pour y ramener, et que ceci s'appelle précisément la question de la subjectivité, et que la santé, c'est d'y réussir. Autrement dit, d'arriver précisément à développer une capacité d'agir sur le monde qui rend conciliable, compatible, des exigences qui, par elles-mêmes, ne sont pas spontanément accordées.
cette dimension de la mise en lien, c'est la responsabilité de l'activité de travail. Alors, ça ne s'agit pas de faire l'hypothèse d'un monde de bisounours où tout d'un coup les choses seraient réglées comme par magie. Il s'agit bien de dire que la responsabilité du travail, c'est une responsabilité de mise en résonance de dimensions qui sont conflictuelles par elles-mêmes, qui sont en tension, et que donc le travail est l'expérience de cette tension. Mais l'idée, c'est que cette tension n'est pas nécessairement une contradiction. Et que tout l'enjeu, justement, c'est d'éviter soit le mythe d'une confusion, c'est-à-dire que la tension serait dissoute par une espèce de connivence des hommes et des choses, exactement des hommes et des organisations qui tout d'un coup marcheraient de pair sans que rien ne les oppose, c'est une fiction. Mais en même temps, il y a l'autre pôle qui est ce à quoi on s'adosse, non, justement contre quoi on se cale, c'est l'hypothèse d'une impossibilité de la coexistence des plans. Donc on est dans une espèce de... Je crois que ce qu'on soutient, c'est l'idée que l'activité se construit toujours dans une façon qui essaye de se mettre à distance aussi bien de la confusion des plans que de leur antagonisme trop radical. Donc on est bien dans des tensions qui se gèrent. Et ce faisant, c'est pour ça qu'on peut dire que ce sont des questions qui ne se règlent jamais, mais qui sont constamment rejouées. D'où l'idée que dans nos affaires, la prévention, ce n'est pas l'extinction du risque, c'est la capacité de le prendre. Alors, monsieur. Écoutez, moi, je m'appelle Michel Bourdin, je suis un chef d'entreprise à la retraite. Et je vais peut-être avoir des propos assez décalés par rapport à ce que je viens d'entendre, peut-être n'étant pas de votre spécialité. Mais j'aurais tendance à vous proposer de prendre le problème à un autre niveau, en disant, au lieu de travailler à cette douleur, à cette souffrance au travail, essayons de rendre les gens n'étant pas capables de tomber malades. Comment faire pour que les gens ne tombent pas malades? Et là, je parle en connaissance de cause, et sur la base de ce que j'ai vécu pendant un certain nombre d'années, c'est de rendre les gens heureux au travail. Les gens heureux au travail, observez-le, eh bien, ils ne tombent pas malades. Ils ne tombent pas malades, les gens heureux au travail. Et l'outil pour les rendre heureux au travail, et qu'est-ce qui fait qu'ils ne sont pas heureux au travail? C'est quand ils n'en comprennent pas le sens. On parle de subjectivité. Quand les gens ne comprennent pas le produit de leur travail, ce qu'ils vont remettre à quelqu'un, que ce soit un service ou une matière, quand les gens n'ont pas cette compréhension, eh bien, ils s'en tiennent à du faire, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je suis des procédures, etc. Mais la motivation, ce qui fait qu'on a envie de bien travailler, elle tient à ce que l'on va remettre à quelqu'un, à son client, qu'il soit interne ou externe. Et ça motive les gens à tous les niveaux hiérarchiques. Or, ce qui fait défaut, et faites-en l'expérience, c'est que dans les définitions de fonction, dans la plupart des cas, le produit du poste, le sens du poste n'est pas précisé. Les gens ne connaissent pas leur finalité. Eh bien, quand vous prenez la peine d'organiser votre relation hiérarchique de cette façon, de sorte que le supérieur définit à son subordonné, on parlait tout à l'heure de la qualité d'une organisation saine. Eh bien, une organisation saine, quand elle repose sur un niveau hiérarchique qui sait expliquer à son client, à son fournisseur, je veux dire, chaque salarié pouvant se prendre en charge en voyant son supérieur hiérarchique comme son client, dire « Client, qu'est-ce que je te fais ?» Et l'autre, il dit ben, « Livre-moi ça, ou livre-le à un tel. » Et bien, à ce moment-là, vous avez des relations qui deviennent compréhensibles. Les gens deviennent fiers de leur activité. Et ça, c'est ce que les managers doivent comprendre. Comment fait-on pour que ces salariés soient fiers de leur boulot? Eh bien, quand on connaît leurs produits, quand ils connaissent leurs produits, les gens sont fiers de leur travail. Et vous avez des gens plein d'initiatives qui ont envie d'améliorer et qui font que l'entreprise, à ce moment-là, progresse et prospère. Voilà, en quelques mots, ce que je voulais dire.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec cette question de la présence du manager auprès de ses équipes et de ses collaborateurs. Mais je suis un peu en souci quand il faut penser cette question du management dans des structures très déconcentrées ou voir des équipes qui sont à l'international très éclatées et comment être présent dans la distance. Moi, j'aimerais bien que cette question-là, on puisse la travailler. Pour moi, le sens est subjectif et on ne peut pas expliquer un sens par rapport à une définition de poste. Enfin, pour moi, c'est subjectif et c'est une construction qui se fait par l'expérience de la personne. Donc, je me permets de reprendre avec ma voix qui porte un petit peu ce que j'ai entendu de ce que vous disiez. Ce que disait madame, c'était que la question du poste, la question du sens du travail ne peut pas être adossée au poste en soi-même. Parce que le sens est plus complexe que le poste. C'est derrière un construit qui va faire appel à la subjectivité, c'est-à-dire à la représentation, si j'ai bien compris, de ce que l'on fait dans le travail. Ce qui est un peu plus compliqué que le poste, c'est-à-dire sa description. Donc il y a derrière des problèmes de conscience et de forme de pensée, c'est-à-dire comment on pense ce que l'on fait. Voilà, je crois que c'est ça que vous voulez dire, madame. Je t'en prie. Ça me donne un peu matière à... enfin, le levier que j'avais effectivement en tête. Je crois que sur la question du sens, il faut effectivement s'entendre sur des, j'allais dire sans jeu de mots, sur des significations différentes que ça peut avoir. Le sens d'une activité peut très bien exister de manière très puissante du point de vue de l'organisation qui en passe commande et ne pas se retrouver dans l'expérience de ceux qui vont avoir à le faire. Autrement dit, la question, c'est pas simplement qu'il y ait ou pas du sens, c'est comment les significations trouvent à s'accorder, à entrer en résonance pour que quelque chose de l'ordre d'une résonance, justement, positive pour le coup, se fasse. Pour reprendre un peu la remarque qui est faite là, le sens ne peut pas être donné de l'extérieur à celui à qui on le projette. Le sens, c'est pour quelqu'un. Donc, personne ne peut donner à un autre le sens à sa place. Le sens, c'est ce qui s'éprouve par quelqu'un dans ce qu'il fait. Et il peut très bien avoir le sentiment de quelque chose qui n'a pas de sens pour lui, alors que pour une organisation, ça peut en avoir. Il y a une véritable, aujourd'hui, difficulté dans les organisations, parce que par ailleurs, moi je vous suis bien, hein, dans le fait qu'il y a un déficit d'explication et donc de clarification des raisons pour lesquelles on demande aux gens ce qu'on leur demande. Ce point-là, je ne le conteste pas. Je pense simplement qu'il y a à se demander d'où ça vient. Voilà. Peut-être on y reviendrons nous. Mais aujourd'hui, ce qui domine dans les organisations telles qu'on les connaît, pour y être les uns et les autres très souvent, c'est le déficit de délibération sur le sens. Il n'y a pas d'accord facile, et peut-être peut-il pas y avoir d'accord, et que ce n'est pas forcément grave qu'il n'y ait pas d'accord, sur à quoi rime ce qu'on fait et qu'est-ce que ça vaut. Et donc cette possibilité de délibérer sur les possibilités et de signification contrastées autour d'une même activité ou d'un même résultat est un enjeu d'organisation et incidemment est un enjeu pour le management de savoir l'organiser et de savoir y prêter l'oreille. La définition du sens ne passe pas par la ligne hiérarchique. Il y a une approche hiérarchique du sens, mais ce n'est pas la seule. Elle vient croiser l'expérience des personnes qui trouvent dans ce qu'elles font des significations diverses en fonction de la manière dont ça active ce qu'elles savent, ce qu'elles veulent, ce que ça leur fait, le sentiment qu'elles ont des effets que ça a sur le monde. Et par exemple, si on va du côté des dimensions du service, c'est très central parce que l'activité du service est une activité intersubjective et la capacité de la personne à qui il est demandé d'accomplir ce service, eh bien, passe par sa capacité à interpréter le sens que ça prend pour la personne à qui elle le rend, le sens que ça prend pour l'organisation qui le lui demande, et le sens que ça prend pour elle dans la façon qu'elle mobilise là, où elle mobilise là ses capacités
ces engagements, je vais venir là-dessus. Cette conflictualité du sens, de notre point de vue, aujourd'hui, est un enjeu de santé. Donc il ne s'agit pas du tout de rentrer dans la pleurnicherie, ce n'est pas du tout une histoire uniquement où les gens seraient tout le temps à se plaindre, c'est au cœur de la capacité d'agir. Et le fait que le management soit en difficulté là-dessus renvoie, pour moi, à ce dont on parlait tout à l'heure. Ce n'est pas simplement qu'il n'y pense pas, c'est qu'il ne sait pas ce que veut dire donner du sens. Qui sait ça? Encore une fois, si donner du sens, c'est simplement donner une direction, ce qui est déjà pas mal. Le problème, c'est que les directions sont de moins en moins capables de donner des directions. Donc, la fonction d'une direction, c'est d'assumer le fait qu'elle n'en sait rien. Et qu'il y a des directions très stratégiques qu'elle peut donner, mais très globales, qui d'ailleurs ne sont pas si stables que ça, parce que ça bouge un peu. Dès lors qu'il s'agit de donner des directions opérationnelles, ça flotte beaucoup. Il y a d'ailleurs une crise de la prescription, peut-on dire, c'est-à-dire des organisations qui sont de plus en plus en difficulté de dire exactement qu'est-ce qu'elles attendent et comment, sont en difficulté, et donc elles espèrent des personnes qu'elles s'en débrouillent comme elles pourront. Et elles ne le pourront que si effectivement il y a du sens à ça. Et vous voyez bien que ce sens, il ne peut pas être simplement décidé de l'extérieur, il va passer par la compréhension du mode d'engagement des personnes qui va ou pas offrir le moyen que du sens s'en découvre pour eux, pour elles. C'est une question tout à fait centrale. Moi, je vous suis tout à fait sur le départ de votre phrase. Vous entendez que sur la suite, je peux me distinguer un peu de votre analyse, mais c'est pas grave en soi. Hein. J'entends bien qu'il y a la matière véritablement à controverse. Pour moi, on est au cœur des questions de santé. On est au cœur des questions de santé des personnes, et si on veut prendre ce mot au sens un peu plus métaphorique, des organisations. Et peut-être de la société pour aller encore plus loin. Donc on est, pour moi, on ne s'écarte pas de l'affaire. Et il y a une vraie nécessité, on l'expérimente alors pour le coup très souvent dans les organisations, une vraie nécessité, à faire comprendre aux dirigeants qui sont moins clairs qu'ils ne le croient du point de vue de ce qu'ils demandent aux gens, qui ne le lisent pas si simplement. Or, on a très souvent des directions qui croient qu'ils ont dit les choses très clairement. Ce n'est pas clair. Ce n'est pas clair. Et deux, il y a difficulté des dirigeants à comprendre en quoi c'est un problème. Car ils ont le sentiment qu'à partir du moment où on a dit aux gens ce qu'il fallait faire, ça doit leur suffire. Or, d'abord, moralement, c'est difficile, mais en plus, ça, opérationnellement, c'est impossible, car dès lors que les gens vont être confrontés à des choses qui ne vont pas comme prévu, il faut qu'ils puissent convoquer justement les raisons de le faire, les finalités poursuivies à travers elles, bref, le sens que ça a pour le système qui les mobilise, et que, faute de ça, ils ne savent pas s'orienter. On est ici dans une question dont le paradoxe, c'est de dire que la capacité de l'autonomie est dépendante de la puissance d'une direction. On ne peut pas être autonome s'il n'y a pas de direction. C'est contre-intuitif parce que tout le monde va empiriquement dire que la direction est la contradiction. Mais non, alors évidemment, dans l'idée où la direction c'est une domination, ça va de soi que c'est contraire. Mais il n'y a pas d'autonomie sans direction, c'est-à-dire sans capacité de se diriger, donc d'avoir accès aux dimensions qui permettent de s'orienter, et donc de prendre une décision autonome. L'autonomie qui est réquisitionnée, si je puis dire, qui est presque, oui, réquisitionnée au sens où il y a une réquisition de subjectivité de l'autonomie dans les organisations aujourd'hui. On commande aux gens d'être autonomes, ce qui est évidemment une contradiction assez forte. Mais ce que ça veut dire, c'est que l'organisation a besoin de cette autonomie. C'est ça que ça dit. Mais ça dit aussi qu'elle va avoir du mal à l'obtenir sur le seul registre de l'exiger. Donc ce n'est pas parce que ça a du sens pour elle que les gens soient autonomes que ça assure que les gens puissent l'être, dès lors que ça va demander pour eux d'y faire valoir leurs propres raisons, qui ont toute chance de rentrer en tension avec celles de l'organisation. Et c'est cette conflictualité qui fait ressource. C'est ce point-là sur lequel, en tout cas, on essaye d'être particulièrement attentif. Je ne sais pas si... Mais je vous en prie. Oui, bien entendu. Ben, effectivement, quand vous parlez de la direction, comme quand on parle du sens, on peut commettre l'erreur de ne pas s'entendre, de parler de la même chose. Quand je parle de la direction pour un poste de travail, c'est le produit final. Je ne parle pas de son... Quel est le produit? Je vais prendre un exemple concret, d'un gars qui répare des machines, d'un mécano qui répare des machines. Quel est son produit?
son produit, c'est une machine réparée. C'est ce qu'il a au terme de son travail. C'est ça la direction qu'il doit prendre. Une machine tombe en panne, on l'appelle, il vient, il répare la machine, il a cette direction-là. Et il est possible, et il est vital qu'il y ait un accord entre la personne en question qui va faire ce travail, qui va donc délivrer ce produit, et puis celui auquel il est destiné, qui est son client, celui qui utilise la machine. Il veut une machine qui marche. Ça, c'est son client. Et son supérieur hiérarchique lui dit, voilà, ton client, c'est celui qui se sert de la machine, et ton produit, c'est une machine réparée. Quand ces termes sont précis, il n'y a plus de doute, il n'y a plus d'incertitude entre le supérieur hiérarchique, la personne, et le client de la personne. Et ça crée effectivement une liberté et une autonomie, parce que le gars, il sait ce qu'on attend de lui, il sait quelle est sa finalité, il sait dans quelle direction aller, il sait quelle initiative prendre, et il est heureux dans ce qu'il fait. Je pense que votre remarque permet en même temps de rejoindre une question de tout à l'heure. Je vous entends très bien. Je crois que la question d'aujourd'hui, justement, c'est que ça n'arrive pas à être clair. Absolument. Pourquoi? Parce que quand on demande à quelqu'un, pour prendre votre exemple, que la machine soit réparée, ça ne dit pas une modalité d'arbitrer entre des dimensions qui vont se trouver embarquées dans cet objectif de qualité, c'est-à-dire la question de la productivité. Réparer, mais sous quelles contraintes de temps, d'engagement de quel type de moyens. Et j'ajouterais ceci, si vous sortez d'une production qui serait simplement d'un produit où les critères de définition de la qualité sont assez stables, si vous allez du côté du service, où ça va être très difficile de dire ce que c'est que la qualité en question, vous posez exactement l'enjeu du travail, qui est que dans ce qui est demandé aux gens, il ne s'agit pas simplement de satisfaire un critère, mais un arbitrage entre des critères, de plus en plus tendus entre eux, et de moins en moins stabilisés du point de vue des critères de description. Donc il y a là un espace de jeu qui est précisément ce qui va faire que la conflictualité sur ce que veut dire faire bien, pour dire les choses comme maintenant on le raconte, est au centre du débat de l'évaluation. Et notre affaire, c'est de dire que la question de l'évaluation est une question de santé. Autrement dit, selon la façon dont l'évaluation arrive à construire un accord sur ce que veut dire faire bien, ou les raisons pour lesquelles on peut ne pas être d'accord sur la façon dont ce bien est au bout, eh bien c'est ça qui va faire qu'il y a de la santé ou pas. Et dans la remarque qui était faite tout à l'heure des ouvriers d'avant, qui s'en sortaient, pourrait-on dire mieux, en tout cas du point de vue du risque psychosocial. Je crois qu'il y avait effectivement à la fois le fait qu'on était embarqué dans des modes de la production, où les critères de définition de la qualité du résultat, bref, des critères d'appréciation du produit fini, s'offraient à beaucoup moins de controverses. Et où, deuxièmement, effectivement, les collectifs qui renvoyaient à des métiers maîtres des procédés qui permettaient d'y réussir étaient des véritables soutiens à la compréhension de ce que chacun faisait, et donc faisait que dans le répertoire du sens de ce que chacun faisait, c'était une dynamique qui était relativement bien protectrice. Aujourd'hui, à la fois les dimensions de l'évaluation de l'efficacité sont problématiques, donc relèvent en elles-mêmes de dispositifs de définition qui sont, va-t-on dire, trop souvent insuffisants, voire absents. Donc il y a là, j'ai envoyé à cette dimension du déficit institutionnel qui est centrale. Et deuxièmement, effectivement, il y a des collectifs qui sont extrêmement fragilisés, qui fait que la capacité de soutien et donc de mise en résonance de l'expérience de chacun à l'échelle d'un collectif avec lequel ça fait sens, pour construire justement le sens qu'on en retire ensemble, ces dimensions-là sont fragilisées. C'est pourquoi pour nous, par exemple, toute la dynamique des groupes de pairs est centrale du point de vue à la fois de l'efficacité et de la santé des gens. Je crois qu'il y a une résonance dans nos affaires. Alors, bon, moi j'allais te dire un petit mot en même temps, pour rebondir sur ce que François vient de dire, et revenir sur la question du sens que vous indiquez. Je crois qu'il
François l'a dit dans son exposé au début, on est dans une situation où le travail des années actuelles est très différent des années il y a 20-30 ans, extrêmement différent. Voilà. Parce que ce travail a des finalités beaucoup plus immatérielles, moins tangibles. C'est pour ça que le sens est plus difficile à capter. C'est beaucoup moins tangible. Par exemple, sur la maintenance, sur les réparations. Ce n'est pas de la réparation qu'on demande, c'est de la maintenance. Le passage réparation-maintenance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne veut pas que des ouvriers interviennent après coup, après la panne. Non, on leur demande de prévenir la panne. Ah oui, mais prévenir la panne, c'est pas tangible. Comment vais-je pouvoir prévenir la panne? À quel signe je reconnais qu'il va y avoir une panne? Dans combien de temps? Et là, on rentre dans les injonctions contradictoires de François. C'est-à-dire celui qui dit, je me fâche pas, je parle. Je me fâche jamais, mais je me parle. Non, mais voilà. Là, il y a un enjeu parce que tout d'un coup, il va y avoir des injonctions contradictoires. L'ouvrier, l'opérateur de maintenance qui sent la panne arriver, il faut qu'on intervienne maintenant. Mais le cadre, avec des injonctions gestionnaires, veut dire c'est pas le moment, ça nous coûte trop cher, ou le client attend la pièce demain et on ne peut pas arrêter pour la maintenance l'installation. Et on voit toutes les contradictions entre les questions de réactivité, les questions de prévention, cette fois-ci, pas du corps, mais de la panne, et les questions de coût, c'est-à-dire les questions financières. Et on voit ici se dresser des injonctions contradictoires qui fait que c'est l'ouvrier sur place qui va devoir arbitrer, sans que le sens ait été dicté par la hiérarchie, parce que la hiérarchie a envoyé des injonctions contradictoires aux gens en situation de travail. Lui-même ne sachant plus finalement comment trouver du sens dans ce qu'il fait, parce que si jamais, in fine, il n'est pas intervenu en termes de maintenance suffisamment tôt, la panne arrive. Et alors il vit son travail comme un travail de sagouin, parce qu'il n'a pas bien travaillé. Et vous voyez à ce moment-là la façon dont tout d'un coup la question de l'absence de qualité dans le travail se retourne contre le sens du travail et derrière contre la question de la santé. Tout ceci, là, en reprenant cet exemple, tout ceci pour montrer que plus on va vers des activités immatérielles et de services, plus la question de l'écart entre ce qui est prévu de faire et ce qu'on est capable de faire s'élargit. Et du coup, plus cet écart s'élargit, plus l'engagement subjectif des uns des autres, de nos corps, de notre parole, de la façon dont on est, va être sollicité. Mais si derrière, il n'y a pas de reconnaissance de l'engagement, ah oui, mais il n'y a pas de reconnaissance de l'engagement. Ah ben non, c'est ça le gros problème. Il n'y a pas de système de reconnaissance. C'est-à-dire, il n'y a pas de mise en place dans les entreprises de manière organisée et systématique de systèmes de retour d'expérience, des systèmes où, entre pairs, les ouvriers ou des collègues puissent discuter de la façon dont ils se sont débrouillés des situations de travail. Il n'y a pas de dispositifs à partir desquels la hiérarchie puise des informations de l'expérience pour innover, soit en termes de processus, soit en termes d'innovation. En d'autres termes, les dispositifs d'évaluation, de retour de pairs, d'innovation ne sont pas construits, ils ne sont pas là, et ils manquent du point de vue de la reconnaissance, et c'est cette absence de dispositif qui est la source de cette perte de sens et des problèmes de santé qui viennent derrière. Ceci, mon cher Sacha, ce n'est pas un problème humain sans doctrine. Ce n'est pas qu'ils sont bien formés, les gestionnaires. Ils sont extrêmement mal formés. Extrêmement mal formés. Parce que tous ces éléments-là, c'est des éléments conceptuels, des doctrines, des investissements immatériels, des dispositifs à mettre en place, des formes de pratiques managériales, de travail managérial à inciter et à mettre en œuvre, ce qui n'est absolument pas envisagé dans les écoles de gestion ou dans les universités d'économie. Voilà. Et donc, il y a bien un problème ici, pas simplement d'expérience, mais bien il y a un problème de doctrine, c'est-à-dire de lunettes adaptées aux problèmes récents, contemporains, et pas ceux d'il y a 30 ans. Donc des problèmes de doctrine pour regarder le réel tel qu'il se place, et d'autre part de dispositifs institués pour prendre en charge la question de la reconnaissance du travail. Sans dispositif de reconnaissance du travail réel, la santé échappe. Et la santé fuit
devient un véritable souci pour les personnes comme pour l'organisation. Il y a bien donc derrière un problème de reconnaissance. Tant qu'on ne reconnaît pas qu'il y a une évolution extrêmement importante du travail comme activité, on ne peut pas à ce moment-là, on n'arrive pas à penser l'enjeu de la santé et on n'arrive plus à penser les conditions dans lesquelles la santé peut être développée et devenir une ressource. En d'autres termes, on n'arrive pas à penser ces investissements immatériels que sont les dispositifs d'évaluation, les retours d'expérience entre pairs et les dispositifs d'innovation. Innovation qui ne vient pas du haut, mais qui s'inspire de l'expérience de ceux qui sont en situation d'exécution. Et je peux quand même témoigner que quand on le met en place, eh ben on met une entreprise en état de rentabilité et on met un patron en état de non-stress. On est bien d'accord. Mais il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr, ni d'HEC, ni de lycée. Il vaut mieux pas sortir de Saint-Cyr, il vaut mieux pas sortir d'HEC, et il vaut mieux s'intéresser aux sciences du travail. On est tout à fait d'accord. Alors, des questions. Là, après pour le Sokyo, allez-y. Et après, tu veux, c'est ça ou pas, Olivier? Ouais, je vous en prie. Depuis tout à l'heure, on parle des organisations, on parle des managers. De la manière dont on en parle, moi je me représente des managers dans des organisations relativement importantes, très structurées, tout ça. Moi, je suis plus confronté à un monde du travail où les gens en gros sont tenus de produire leur propre activité, sans quoi ils n'en ont pas. Ce qui passe par des coopérations, ce qui passe par des opportunités, ce qui passe par plein de choses comme ça. Mais ça me fait penser aussi aux micro-entreprises où il y a une personne, deux personnes, trois personnes. De quelle manière est-ce que se jouent ces mêmes questions dont on parle depuis le début? Est-ce que vous y voyez des différences dues à ces changements de taille, d'organisation, etc. Parce qu'il me semble, au-delà de mon expérience que je vois l'évolution du travail aller dans ce sens-là, puisque vous-même, il y a une crise de la prescription, c'est-à-dire que les ouvriers produisent eux-mêmes leurs propres normes. Enfin, on est tous producteurs de notre cadre de travail, de tous ensemble, et du coup, ça rend les choses encore, au moins aussi compliquées. C'est une très extrêmement intéressante de l'autoprescription d'un côté et de l'autre côté du développement d'une activité de travail en dehors des grandes structures. Et de l'évaluation et de la reconnaissance. Bien sûr, vous avez tout à fait raison. Et des petites structures. Qu'est-ce qui se passe à propos, parlons du travail libéral quand on est tout seul, qu'est-ce qui se passe à propos du travail lorsqu'on est deux ou trois, c'est-à-dire dans lesquelles on n'est pas dans des grandes structures hiérarchisées, petites structures qui se développent énormément. C'est des excellentes questions. Et c'est vrai que souvent, on parle du travail de manière implicite comme du travail des grandes organisations. Voyez-vous, il y a des tas de travail qui s'opèrent dans des toutes petites organisations, quelquefois des organisations unidimensionnelles. Voilà, une excellente question. Olivier ? Deux remarques. La première, c'est que on voit aujourd'hui qu'à travers la crise du travail qui génère des effets sur la santé, les personnes qui sont en charge au sein des entreprises ou les services de santé au travail sont extrêmement déstabilisés sur ces questions-là. Et ils ne sont pas simplement déstabilisés parce qu'ils n'ont pas une compréhension des éléments psychiques dans une dimension d'une approche plus psychiatrique de la personne pour reprendre la question de la subjectivité, mais c'est parce qu'ils sont éloignés de la compréhension des disciplines du travail qui les freinent dans la capacité à agir eux-mêmes sur les dispositifs, que ce soit les responsables hygiène-sécurité qui sont en très très grande difficulté avec les TMS, les RPS, mais même avec les accidents du travail et avec les situations fantastiques, ou bien sûr les médecins du travail, qui sont eux-mêmes en difficulté, à la fois dans la capacité à comprendre à partir des entretiens individuels ce qu'ils peuvent en faire, et par ailleurs sur leur capacité à agir, c'est-à-dire sur leur mode d'intervention sur des dispositifs, sur des collectifs de travail, puisque les injonctions, etc. ne suffisent pas à régler le problème, Et puis le deuxième point que je voulais soulever, c'est je trouve toujours extrêmement intéressant, c'est les difficultés qu'ont notamment les hôpitaux par rapport aux problématiques de santé. Quand on s'intéresse à ça et qu'on y va voir, il est intéressant de constater aujourd'hui comment dans beaucoup d'hôpitaux, pas simplement en raison des contraintes budgétaires qui pèsent, mais leur capacité même à avoir une difficulté à penser les questions du travail, les met à agir, avec
pour conséquence le fait qu'ils développent des effets négatifs sur la santé des propres collaborateurs, des propres personnels internes au sein des hôpitaux, ce qui a des effets sur la santé des résidents ou des patients selon la situation. Voilà, c'est les deux points que je souligner. C'est la santé au carré. C'est la santé pour les gens qui travaillent dans les hôpitaux, qui a une incidence sur la santé de ceux qui sont soignés dans les hôpitaux. Sacha, peut-être? D'abord, du point de vue de l'entreprise, et je parle évidemment pas des très grands groupes, c'est pas nous qui allons transformer l'enseignement dans les grandes écoles de formation. Donc ça veut dire qu'on le subit, mais c'est pas nous qui pouvons le faire. La deuxième remarque que je voudrais te faire également, c'est que je connais beaucoup d'entreprises de services, qui sont plutôt des PME d'ailleurs, qui font parfaitement ce retour dont tu parles. Et le troisième point, c'est que finalement le sens de l'entreprise, mais aussi du collaborateur, par rapport à la maintenance que tu évoquais, c'est très simple, c'est la satisfaction du client. Si le client n'est pas satisfait, l'entreprise perd des parts de marché, mais les emplois aussi. Et donc, quelque part, à un moment donné, d'ailleurs, pour faire même beaucoup plus simple, quand on est opératif et qu'on a un client qui est content et qui vous dit ah, bravo, c'est bien ce que vous avez fait, etc., je crois que ça donne du sens au travail. Donc, ça peut poser une question d'autonomie, de savoir quelle est l'autonomie des gens qui sont effectivement les mains dans le cambouis. Donc, c'est un autre sujet. Mais j'insiste sur ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que, au fond, quand on regarde ce qui s'est passé depuis 20 ans, les managers, les gens qui dirigent à un niveau ou à un autre, ont été contraints de se préoccuper que d'une seule chose, c'est le retour sur investissement, c'est la finance. Et c'est avec des process, avec des structures, avec des méthodes, etc., ce qui fait que, d'une certaine manière, ils ne se préoccupent pas de savoir comment vivent les gens qui les exécutent. Et le retournement des choses que nous prétendons, aujourd'hui on est 50 entreprises dans cette association, nous prétendons que ce n'est pas une question de bon vouloir, c'est une question de nécessité économique, qui fait que l'entreprise doit absolument libérer ces énergies-là, provoquer des engagements, sinon elle meurt. Point barre, c'est tout. Alors, oui, Denis, peut-être? J'aurais une remarque. Bon, je suis médecin du travail en milieu hospitalier, donc je vois l'évolution du monde hospitalier, et puis par ailleurs dans d'autres secteurs. Je suis tenté de dire que, et je parle là d'un point de vue de la santé, alors santé travail, santé globale, etc. Alors ce que je constate du côté des hôpitaux, c'est que le modèle économique sur lequel que vous définissez retour sur investissement, c'est-à-dire fondé sur l'évidence base médecine, sur le lean management, la RGPP, etc., est en train de transformer le médecin en agent technique, que ce soit un chirurgien ou un médecin du travail, qui est mis sous l'injonction d'une organisation et de processus très normatifs. Et de fait, on est très éloigné de l'activité. Et j'en viens là à l'activité du médecin du travail et de la question de la centralité du travail. Oui, bien évidemment, j'ai été formé à l'ergonomie, bon, de fait, la centralité du travail s'impose à moi. Mais compte tenu de l'évolution sociétale et de la subjectivité dans la société moderne, ce que j'entends aussi, c'est que la crise de la subjectivité ne se joue pas uniquement, et en fait de la santé, ne se joue pas uniquement du côté du travail, mais elle se joue également du côté de l'éros, et donc là aussi avec une crise qui est la crise du genre, la crise de la filiation, la crise des origines et la crise de fin de vie. Et quand tout ça se percute, bien évidemment, c'est comment je peux interroger la subjectivité. C'est pour ça que je reviens à la psychanalyse, parce que interroger la subjectivité, on ne peut pas donner le sens à autrui. Ça veut dire que je ne peux pas arriver avec un savoir scientifique qui va se plaquer sur un symptôme. C'est bien la question, la psychanalyse qu'elle a apportée, il est hors de question d'en faire un outil de management. Ce n'est pas son objet, bien évidemment. Mais ce qu'elle interroge, c'est la question du transfert et du contre-transfert. Et c'est dans cette logique du transfert et du contre-transfert que se questionne la subjectivité, et cette subjectivité qui est engagée aussi bien dans le travail, dans le socios, que dans le champ de l'éros. Et je termine sur une chose, sur la question de la centralité du travail. C'est qu'il fut une époque, l'époque de l'OST, etc., bien évidemment qu'il y avait deux mondes, le monde du travail et le monde hors travail. Le monde du travail donnait du sens, éventuellement, à tous nos loisirs, à toute notre perspective, à l'ascenseur social par ailleurs. Au jour d'aujourd'hui, c'est plus le cas. Et le travail vient polluer la vie subjective amoureuse
et de fait complètement mettre à, je dirais, les conditions de construction de sa subjectivité dans le champ de l'amour. Et de fait, fabrique des gens qui deviennent extrêmement robotisés. Je suis bien sûr manichéen et excessif. Je vais engager le retour peut-être à partir de l'hôpital qui a été évoqué. Je crois que les questions de l'hôpital illustrent assez bien que c'est pas la finance, c'est pas la crise économique qui crée la question de l'hôpital. C'est au départ une crise du travail qui donne la main à ça. Et je crois qu'il y a un modèle hospitalier qui fait le pari que soigner, c'est avant tout un geste technique, et qui, par là, se présente sur le mode le plus accueillant à un dispositif gestionnaire qui se glisse dans une conception totalement ingénierisée du soin, et dans lequel alors toutes les procédures de gestion qu'on voudra, parce qu'elles sont homogènes, y trouveront leur place. Le principe même de la T2A, de la tarification à l'acte, renvoie à une conception du soin ramenée à un enchaînement de gestes élémentaires. On pourrait dire quasiment taylorisé, si on prend cette expression dans un sens très général, et qui, ramené à l'unité, sur la base d'une évaluation du temps et des moyens que ça demande, auxquels on donne une valeur moyenne avec une possibilité de jouer un peu autour, génère un budget, enfin, génère un prix qui génère un budget. Exactement comme dans les bons bureaux des méthodes de la vieille époque, on faisait des calculs de temps. Sur les calculs de temps, on faisait des effectifs. Ces effectifs, on les croisait avec un coût du salaire et ça vous faisait voilà, un prix. Exactement le même système. Autrement dit, on est dans une approche industrialiste du soin qui évacue le travail comme prise en charge d'un réel qui ne se confond pas avec un geste technique standard et qui fait qu'alors, un dispositif gestionnaire prenant appui là-dessus, sur un vide, une absence du travail comme dispositif de description de l'efficacité réelle, organise, je dirais, une connivence de fait entre une conception très technicienne, technologique du soin et une approche gestionnaire qui prend cette forme, car ce n'est pas obligé qu'elle l'ait. Pour moi, on est exactement là dans une situation qui illustre ce que je voulais dire tout à l'heure. La crise du travail, car c'est bien une crise du travail, précède une crise économique qui ensuite va revenir en crise du travail en lui donnant l'habillage en termes de gestion d'une question qui est déjà construite en termes professionnels, on peut dire. Et ceci a à voir avec toute une certaine évolution des dynamiques du service qui, parce que d'un côté, elles peuvent relever d'une approche de type industrialiste, c'est la question de la prestation, rendent plus difficile la reconnaissance de la dimension de la relation de service, qui, elle, est d'un autre genre. Incidemment, je pense que par rapport aux activités des plus libérales ou des gens qui sont sur des unités plus courtes, on va se retrouver exactement avec le même problème. C'est-à-dire une espèce d'endogénéisation de cette compréhension de l'activité entre un dispositif très stabilisé, standardisable, sur lequel les indépendants, les petites équipes vont se mettre sur le marché dans un registre de la compétition par les prix, s'alignant sur la base d'une façon dont ils gèrent un standard, qui les embarque dans une dimension de leur efficacité qui plombe toute une qualité qu'ils cherchaient probablement au départ à mettre en avant dans un registre de la relation. On a là un problème de modèle économique qui est déstabilisé par la force, effectivement, d'un descriptif standardisant qui relève, je dirais, comme on dit, de la prestation de service au détriment d'une dimension de la relation de service, avec un vrai problème qui est le concept de marché, qui empêche de réfléchir. Tout le monde réfléchissant avec l'hypothèse qu'il y a un marché. Or, il n'y a pas de marché. Sauf à se mettre justement dans les conditions où il y a un marché, c'est-à-dire dans l'hypothèse de quelque chose de standard. Sinon, il n'y a pas de marché. Donc là, on est sur des questions extrêmement compliquées. Hein. Je ne dis pas que ça serait comme ça. Et ici, tout le monde, je pense, le comprend, et notamment ceux qui sont, comme nous, après tout, dans des organisations d'intervention, de conseil, ça peut être autre chose, qui essayent de valoriser, dynamiser une problématique de la relation
dans l'intervention, mais qui sont pris dans un dispositif économique qui les tire vers une modalité de la prestation pour mettre leur offre sur un marché qui les embarque dans une logique de la compétition par les coûts. Et là, qu'on soit petit ou grand, ne change pas forcément l'affaire. Je dirais même que le petit est, pour le coup, quelquefois plus embarrassé parce que la puissance qu'il a dans la négociation peut être assez faible par rapport à des grosses machines qui se mettent en place et qui tirent, pour le coup, le secteur, on va dire, dans une certaine direction. Sur le conseil, c'est typique. Le conseil est structuré autour de, comme on dit, les Big Five ou Big Six, je ne sais plus combien ils sont, et qui, à travers des intitulés dits de conseil, embarque vers une industrialisation de la prestation qui rend très très difficile l'exercice dans les registres de la relation. Inversement, les dégâts qu'ils font, ou ceux qui n'arrivent pas à assurer, libèrent le champ aussi du reste, à condition qu'on ne se mêle pas d'aller les imiter, c'est foutu. Donc là, il y a un problème, je dirais, d'autonomie morale des gens qui s'embarquent dans ces affaires-là, d'arriver à résister au tropisme de l'imitation de soi-disant bonnes pratiques qu'il s'agirait de reprendre, mais à une échelle où, de toute façon, c'est jouer d'avance contre soi. On ne fera pas, on ne sera pas à la hauteur dans ce genre-là. Mais c'est une question tout à fait essentielle pour moi, ce point-là. Donc l'hôpital, je trouve, a cet intérêt, c'est qu'il rend un peu lisible cette idée que dans l'ordre d'entrée en scène, je dirais, des questions, je crois que la question du travail est vraiment première. Alors après, ce n'est pas une question de préséance, mais je crois qu'il faut qu'on résiste à la tentation de croire que les questions qu'on affronte seraient essentiellement des effets de la crise économique et de la financiarisation, avec comme conséquence d'imaginer que si celle-ci cessait, les affaires reviendraient. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On a donc une responsabilité en propre et pas à se poser en victime de quelque chose qui se serait produit sans nous. Nous sommes comptables de la crise qui nous arrive, car nous sommes comptables de la façon dont on rend accessible la description en termes de travail des situations sur lesquelles on est appelé. Et s'il y a eu ce déficit d'explication par les disciplines du travail, eh ben c'est que les disciplines du travail n'ont pas fait le boulot. Alors après, on peut discuter pourquoi, mais elles n'ont pas fait le boulot. Donc, ça nous revient de le faire. Et toute modestie gardée, Athémis a cette ambition. Il n'y aura pas tout seul, hein. C'est pour ça qu'on compte sur vous aussi. Mais c'est ça l'affaire, faire ce boulot-là. J'ai rien d'autre à dire pour ce soir. Pour ce soir, un petit mot, moi. Un petit mot sur nos amis qui sur les petites structures. Un petit mot encore, parce que tu as dit des choses importantes. Mais je pense qu'on retrouve dans les petites structures ce qui se passe dans les grandes, au sens du travail en silo. Les grandes essayent d'organiser, à travers des techniques de spécialisation, et derrière ce qu'ils appellent le périmètre de responsabilité individualisé, et derrière des évaluations individualisées, organisent le travail en silo, avec d'énormes difficultés, lorsque ce travail est organisé en silo, à trouver des formes de coopération. Quand on est une petite structure, on est de fait en silo. On est de fait en silo. Et de fait, on s'auto-prescrit un travail limité à son périmètre. En d'autres termes, on reproduit la situation de la grande entreprise, alors que quelquefois on considère que on crée quelque chose d'à part de la grande entreprise en prenant une autonomie. Mais cette autonomie nous remet dans la situation de l'isolement et de l'impossibilité de coopérer. Alors comment sortir de cette impasse? Puisque très souvent des petites structures veulent sortir de la situation des grandes en se remettant en libéral à 2 ou à 3, une association, une petite structure, une SARL, chacun fait son petit truc, l'auto-entrepreneur et autres, chacun fait sa petite structure. Comment peut-on sortir de ça? Parce qu'on va retrouver au niveau de la petite structure exactement la même chose. C'est là où la question de la capacité de coopérer entre différentes disciplines au sens scientifique du terme ou disciplines de travail, doit s'organiser, c'est-à-dire des réunions entre pairs, ce que nous appelons des communautés de pensée et d'action, c'est-à-dire arriver à se regrouper. Et l'ambition d'Athémis, c'est de créer des espaces où puissent se mettre en œuvre
ces formes de coopération. Les conférences est un espace, le club sur l'économie de la fonctionnalité et le développement durable, un autre espace, les conditions dans lesquelles on contribue à l'association travail et politique, un troisième espace, créer des espaces dans lesquels les gens qui sont en situation de séparation puissent coopérer en retrouvant à travers cette forme de coopération d'échange de nouveaux collectifs, comme vous le disiez madame, des nouveaux collectifs qui redonnent du sens au travail de chacun et des formes de reconnaissance. Cette forme de reconnaissance, lorsqu'elle renaît d'échanges entre pairs, partageant des valeurs en commun et partageant des doctrines, des éléments de pensée de ce qui se joue dans le travail, à partir du moment où ça se met en œuvre, alors on peut être en situation, dans un deuxième temps, de revenir sur l'expression de la satisfaction du client. Mais ce n'est pas si facile de connaître la satisfaction du client. Parce que le client lui-même, quelquefois, il ne sait même pas pourquoi il est satisfait ou pas satisfait. C'est-à-dire qu'il n'est même pas en capacité d'exprimer l'état de sa satisfaction, de son insatisfaction. Parce que lui-même est confronté à des éléments contradictoires qui fait que son jugement de valeur comme client est indécis par rapport à la qualité de la prestation ou du service qui a été apporté. En d'autres termes, du côté des clients, c'est-à-dire du mode de vie, du côté des ménages ou des entreprises, il y a aussi un travail à faire de telle manière qu'on construise socialement des points de vue collectifs en ayant une appréciation de ce qui est normal ou pas normal de la qualité du service. Quand je prends le TGV et que j'entends des gens hurler parce que le TGV a un quart d'heure ou 20 minutes de retard, pour moi c'est insensé. Les gens de la SNCF, ils voient très bien que les gens hurlent. En d'autres termes, qui sont complètement insatisfaits du fait d'arriver un quart d'heure en retard. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là là? C'est un point de vue absolument inconsidéré sur les problèmes de travail que pose de conduire un TGV et de le mettre à l'heure à peu près. Qu'est-ce que ça veut dire un quart d'heure de retard? Comment on construit socialement? C'est quoi ce quart d'heure de retard? On voit bien qu'il y a un problème du côté ici du bénéficiaire des services sur la façon dont on construit socialement un avis collectif sur ce qui est raisonnable, pas raisonnable d'attendre, ce que l'on attend en positif ou en négatif des gens qui sont en situation de prestation de service. En d'autres termes, la reconnaissance passe aussi par la capacité, à un moment donné, de créer des formes de communauté de pensée qui, cette fois-ci, est du côté des bénéficiaires des services. Alors, ça complique l'affaire, mais en même temps, il faut le faire. Il faut y aller dans ce sens-là. Sinon, on n'arrive pas à construire. Et donc le retour de la satisfaction client dont tu parlais, Sacha, est absente. Ce retour est absent. Il est inexistant. Il est tellement... Il nous passe entre les mains qu'on ne sait plus. Voilà. Et donc il y a ici quelque chose à co-construire avec la question des bénéficiaires. Quant à la psychanalyse, on va dire deux mots, Denis. C'est-à-dire que ce que tu... C'est pas... Il y a un petit désaccord avec ce que tu dis. Le problème, c'est pas qu'on est envahi par le travail du point de vue de l'amour, en d'autres termes, que la vie du travail viendrait perturber la vie amoureuse, et donc la question de l'amour comme une question, de la sexualité comme une question centrale de notre psychisme, c'est pas ça seulement. Parce que dans l'activité de travail se joue une occasion, à côté des enjeux de la sexualité, de se reconstruire, de se construire une identité. C'est pour ça que le travail est central. Comme le dit magnifique, il me fait toujours rigoler quand il dit ça, Christophe Dijour, il dit le travail c'est formidable parce que c'est une deuxième occasion, parce qu'à l'amour on a beaucoup d'échecs quand même, les uns et les autres. Vraiment, on n'arrête pas d'avoir des échecs, on n'arrive jamais à être satisfait, on a des attentes extraordinaires et à chaque fois c'est un peu limité. Et bien là, ici, à travers le travail, c'est une seconde chance pour construire une identité et une santé psychique cette fois-ci, qui va permettre de un peu contrebalancer les échecs de l'amour. Eh bien, je trouve cette image absolument magnifique parce qu'elle montre que le problème, ce n'est pas seulement les difficultés du travail sur l'amour, mais bien la capacité à travers le travail de reconsidérer une chance de vivre joyeux, heureux et avec beaucoup d'énergie, du coup, parce que cette énergie, elle est communicative et elle est créatrice. Bien, alors vous avez compris que... On veut ne pas être preneur du tout, mais on peut ne pas être preneur du tout. Mais je sais bien qu'on ne peut pas être preneur. Mais rien ici d'être obligé d'être preneur. On a un échange pour savoir d'où viennent les choses. En tout cas, pour régler l'affaire provisoirement, nous arrêtons le travail, on passe à l'amour. Ouais, un truc comme ça, je te présente.